Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Au programme, aujourd'hui, Bien dans son job, on parle de la parité. C'est une priorité chez Harmonie Mutuelle, on va en parler avec sa directrice en charge de l'engagement et de la coopération. Elle est notre invitée. Smart et Philo, le travail c'est la santé, ça c'est ce que dit la chanson, mais est-ce que le travail doit nous procurer du bonheur ? Pas forcément, c'est un débat que soulève le philosophe Laurent Paillet-Chevalier. Il viendra nous éclairer sur cette relation entre bonheur et travail. Le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec un expert, Olivier Sibony, professeur à HEC, et son livre Événement, Noise, comme le bruit. On reviendra évidemment sur ce mot et sa définition. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter. Ça sort chez Odile Jacob et c'est coécrit notamment avec le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. Olivier Sibony sera notre invité pour nous éclairer sur ce sujet essentiel. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, on revient sur un sujet de la vie quotidienne, récupérer des colis. C'est souvent un peu une galère au quotidien. Eh bien Welco a trouvé la solution. Il viendra nous en parler. Son CEO sera notre invité. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on parle aujourd'hui de la parité. C'est un sujet évidemment important, traité notamment par les directeurs des ressources humaines ou directrices des ressources humaines. On en parle avec Caroline Lebrun. Bonjour Caroline, vous êtes directrice engagement et coopération chez Harmonie Mutuelle. J'ai fait exprès de lancer l'idée que c'était les DRH qui s'en occupaient car vous avez été DRH et puis aujourd'hui vous êtes membre de ce qu'on appelle pas le COMEX chez vous, chez Harmonie Mutuelle, mais membre en fait de la direction générale. Vous prenez des décisions importantes pour l'entreprise. On va parler de la parité. Ce qui est intéressant dans la démarche que vous avez engagée, parce qu'elle est très concrète, on va revenir sur vos chiffres, c'est quand même l'idée d'un effet un peu miroir. Quand on apporte une mutuelle, un service aux clients, aux entreprises, il faut être aussi très vertueux à l'intérieur de l'entreprise. Il y a un effet miroir quand même. Oui, on a cette conviction forte. Harmonie Mutuelle, c'est un acteur de santé globale et de protection sociale. On protège 5 millions de nos concitoyens. On accompagne les salariés de 65 000 entreprises qui sont clientes dans leur parcours de vie, dans leur parcours de santé. Donc effectivement, Harmonie Mutuelle, c'est 5 000 collaborateurs au quotidien. On n'est pas capable de construire des solutions de santé, des solutions de solidarité, si on n'est pas un minimum divers en matière de genre, mais aussi autre chose à l'intérieur de l'entreprise. Ça, juste un petit mot, j'ai souvent l'habitude de le demander. Il y a près de 5000 salariés chez Harmonie Mutuelle, je ne dis pas de bêtises, 4978 collaborateurs et trices, parce que la parité est importante chez vous. C'est quoi votre titre engagement et coopération? Ça veut dire quoi? Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu un titre nez rouge, j'ai l'habitude de dire. C'est un secrétaire général qui ne dit pas son nom. Tiens, justement, encore une histoire de genre. Donc, voilà. Le secrétaire général, c'est quoi? C'est un peu froid, c'est un peu administratif, c'est un peu déshumanisé. Un secrétaire général, c'est souvent une fonction, une responsabilité qui est vue comme administrant des domaines de responsabilité. Moi, j'ai en charge la direction des ressources humaines et les 5000 hommes et femmes qui constituent le corps social d'Harmonie. J'ai en charge la direction de la gouvernance, j'ai en charge l'immobilier et les lieux de vie. Et j'ai la conviction que ces domaines de responsabilité ne s'animent pas de façon administrée, mais qu'ils s'animent avec de l'empathie et avec un autre regard. Voilà. On va parler de cet accord d'entreprise depuis 2015 sur la parité, puis avec des secteurs précis, parce qu'on en parle souvent sur ce plateau, l'IT, tout ce qui est l'informatique, qui sont des domaines plutôt réservés aux hommes. Et il y a un travail qui est fait chez Harmonie Mutuelle pour ouvrir ces postes, mais vous, Caroline Lebrun, membre de ce COMEX, de cette direction générale, c'est compliqué quand on est une femme pour accéder à ce type de poste. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Qu'est-ce qu'on doit engager pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? C'est une question personnelle. J'y réponds après. Vous ne voulez pas y répondre à ma question? Parce que c'est quand même pas rien, ça nécessite des efforts, peut-être même des sacrifices sur la vie personnelle. Oui, ça nécessite des efforts. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça questionne beaucoup la
le rapport à la parentalité. Ça questionne beaucoup des sujets de charge mentale, ça questionne beaucoup des espèces de tropismes féminins qui sont l'hyper-perfection, la meilleure élève de la classe. Donc c'est un chemin, mais c'est pas un chemin qui se fait seul, c'est un chemin qui se fait avec un collectif, avec une gouvernance, avec une direction générale engagée. Et ce qui est assez notable chez Harmonie, et de toute façon dans la façon dont j'ai construit mes convictions sur ces questions de genre, de diversité et d'inclusion, c'est que je pense que les entreprises n'ont jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui, et je le pense depuis 5 ans, 6 ans, de diversité de genre, de culture, d'âge dans leur conseil d'administration. Vous élargissez, on n'est pas que sur la parité, là, vous parlez de diversité. Là. Cette question de la parité dans les conseils d'administration, de la diversité des âges, du rajeunissement, de la diversité de culture, elle est absolument fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'on a besoin de croiser des regards, on a besoin d'accepter des diversités de points de vue pour faire face aujourd'hui, et je pense que l'année 2020 a fini de nous convaincre, pour faire face aux défis absolument complexes et stratégiques qu'on a à relever. Donc, quelques chiffres, un accord en 2015 et puis un accord cadre 2020-2022, une sorte de prospective. Vous passez de 19% dans le DOT6, c'est le système d'information qui sont plutôt des réservés, et on le voit encore aux hommes, à 24%. Et puis, il y a un accord avec l'idée d'un encadrement féminin à 50%, pour un chiffre global de 76% de femmes dans l'entreprise, qui est un excellent chiffre. Vous anticipez en quelque sorte ce que réclament beaucoup d'acteurs de cette question de la parité, des DRH par exemple, même des dirigeants, qui est de dire c'est à l'État de prendre en charge, comme la loi Copé-Zimmermann l'a imposé dans les conseils d'administration. Certains disent qu'il faut que l'État, par une loi, oblige une parité. J'ai l'impression que vous en doutez, ça peut se gérer de l'intérieur de l'entreprise. Enfin, moi, je pense que ça peut gérer de l'intérieur de l'entreprise. Après, ce qui est clé, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on ait des dirigeants qui soient absolument engagés, convaincus et exemplaires. C'est-à-dire que dépasser l'incantation et passer à l'incarnation, c'est quand même un vrai sujet. Donc aujourd'hui, nous, on a 50% de femmes au conseil d'administration, 50% de femmes au COMEX, 50% de femmes au comité de direction générale. Je commence par ces chiffres-là parce qu'ils sont vraiment importants, parce qu'ils donnent le cadre de confiance dans lequel, après, moi, j'ai pu construire les politiques. Manager. Et donc, on a un index EGAPRO de 93 sur 100, si ma mémoire est bonne, et on a un cadre sur deux qui est une femme. Voilà. Donc après, on a dans ce cadre de confiance et d'exemplarité absolument incarné, c'est fondamental. Je me permets vraiment de réinsister dessus. Sinon, on a des DRH qui passent leur vie à évangéliser et tirailler le sujet et qui finalement ne sont plus ni alignés dans les actes et dans les visions avec leur COMEX ou leur CODIR. Donc après, on a appréhendé les sujets. Ces sujets, c'est des sujets qui touchent la culture, qui touchent la représentation d'un collectif de ce qu'est le genre et puis d'autres points de diversité. On les a abordés avec beaucoup d'humilité. On l'a fait en 2015, vous l'avez dit, avec les partenaires sociaux. Tranquillement, on s'est fixé 4 axes de travail. Donc la mixité d'un certain nombre de filières métiers. Effectivement, souvent dépourvu de l'IT, dépourvu de femmes. Et aujourd'hui, on est passé de 9 à 39% de collaboratrices recrutées dans nos process de recrutement. Le commerce, moi, on me jurait oublié et torbi que c'était impossible d'avoir des managers commerciaux qui soient des femmes. Vous en avez ? C'est 50% de l'effectif aujourd'hui sur ce secteur d'activité. Et la mixité, on l'a regardée des deux côtés. C'est-à-dire que tous les métiers de la relation client, tous les métiers du service, tous les métiers du soin sont des métiers qui sont des métiers féminins. Donc, on a fait progresser de 5 points la part des hommes dans ces métiers-là. Il y a une forme de censure aussi chez les femmes qui disent mais il y a des métiers qui ne sont pas destinés aux femmes. On va aller plutôt dans les DRH. C'est vraiment beaucoup des métiers autour des ressources humaines. Les femmes, un mot quand même, parce que vous allez très loin. Booster le leadership féminin en interne, vous venez de le dire, c'est 50% de femmes managers. À compétences professionnelles et expériences comparables, le candidat du genre le moins représenté est retenu. Absolument. Racontez-moi, ça c'est très intéressant. C'est compliqué ? Oui, c'est compliqué. Alors d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment créé... Enfin, la confiance, c'est clé. La confiance, c'est clé. On a beaucoup travaillé du sourcing à l'interne. On est allé, avec ma directrice générale, chercher des talents féminins pour leur donner... les fameux talents, pour leur donner confiance.
les aider à oser, à se projeter. On a créé un programme qui s'appelle Talent au féminin. Chaque année, on a 20 femmes qui partent dans ce programme, qui travaillent le leadership de soi, la confiance, le marketing, le pilotage économique et financier, souvent des endroits où elles sont les hommes, moins comprises comme étant crédibles, tout à fait, les moins affirmées, alors qu'elles sont tout aussi sachantes et professionnelles. Donc on a vraiment travaillé cette dynamique d'engagement, mais déjà des talents à l'interne. Après, on a apporté un soin tout à fait particulier aux questions du sourcing. Alors, il y a un certain nombre d'outils à l'extérieur. Qui fait référence à ça. Charte de recrutement responsable, charte de diversité. On a beaucoup travaillé sur la question des stéréotypes de genre et des biais de genre. On n'est pas au bout, à mon avis. Les fameux biais. Ouais, les fameux biais. Vous allez en parler tout à l'heure. On va en parler parce qu'on parlera du bruit. Olivier Sibony est un expert en matière de biais. J'en ai lu beaucoup. Donc, je vous invite effectivement à tous à lire Olivier Sibony, tous les acteurs de la fonction RH qui sont amenés à recruter ou tous les managers. Ça, c'est clair. Cette question du sourcing, c'est tout simple, c'est s'obliger. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas... D'abord, vous avez des comités de sélection qui doivent être divers et pas unipersonnels. Et puis, tant que vous n'avez pas en shortlist au moins un homme, une femme, vous renvoyez le dossier. Vous agacez beaucoup. J'allais vous poser la question. Un mot quand même, parce qu'on a commencé notre échange sur vous finalement, à travers votre parcours, pour arriver là où vous êtes. Après avoir été DRH, vous vous occupez de cette fonction de l'engagement et de la coopération. La parentalité, c'est un sujet essentiel. Quand vous dites à une femme, tu peux devenir cadre, manager, tu vas avoir des responsabilités, tu vas diriger des équipes. Souvent, la femme vous répond, oui, mais comment je fais, moi ? J'ai aussi ma gestion de mère de famille. Et cette réalité-là, souvent, elle explose au visage de cette femme qui dit, je suis tiraillée entre mes obligations de maman et puis, en même temps, mon envie de progresser dans l'entreprise. Donc ça, c'est un point sur lequel on a travaillé dès 2015 et j'en suis assez fière. On était assez peu nombreux à s'occuper de cette question de la parentalité. Donc on a 13 ans avant la loi Matisse, on a autorisé le don de jours de RTT entre femmes. Voilà. On a 13 avant que la loi nous y oblige, allongé le congé paternité et beaucoup fait de promotion. Très en avance. Congé paternité qui avait été tout de suite porté à 3 semaines. On avait mis en place un système d'aide aux devoirs à la maison en ligne, avec un truc qui s'appelle Prof Express, qui nous a été extrêmement utile l'année dernière. Je ne vous le cache pas. C'est vrai, vous aviez anticipé le Covid. Cette capacité à écouter les bruits du monde pour traiter de ces questions de diversité et de parité est absolument. Et puis d'accompagnement de la parentalité. Absolument fondamental. Et aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a un réseau, on a fait naître un réseau de femmes qui est aujourd'hui devenu mixte, qui s'autoporte dans l'ensemble de l'entreprise et qui échange, communique. Oui, enfin en tout cas qui véhicule cette culture. Et l'année dernière, les ambassadeurs. Des ambassadeurs. Ils ont fait 2 webinars, un sur la charge mentale et un autre sur les biais de genre dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça irrigue. Il faut libérer les initiatives pour permettre que cette culture de l'acceptation de la différence, ce management finalement de la différence, qui est un management de la diversité, irrigue dans toutes les sphères de l'entreprise. La parité, c'est plus qu'un enjeu, parce que je change mon titre, c'est presque une philosophie chez vous, chez Harmonie Mutuelle. Il y a quand même quelque chose qui irradie l'ensemble de l'entreprise, comme une sorte de philosophie, comme ça, qui entraîne et qui engage. J'ai été ravi de vous accueillir, Caroline Lebrun, directrice engagement, coopération, qui est votre nez rouge à vous, Harmonie Mutuelle, secrétaire générale, qui ne dit pas son nom, très engagée sur ces questions, au-delà de la parité, sur la question de la diversité dans son ensemble. D'ailleurs, le thème qu'on va évoquer dans quelques instants dans Smart Philo va forcément faire écho à ce que vous venez de nous dire. Est-ce que le travail doit rendre heureux ? Est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que c'est une équation qu'il faut intégrer ? Peut-être pas. On en parle avec Laurent Paillet-Chevalier. Il est prof de philo. Il va nous éclairer sur ce lien entre travail et bonheur. Smart Philo, alors ça fait un peu écho avec ce qu'on vient d'entendre, parce que tout ce travail sur la parité, sur la diversité, sur le fait qu'on soit bien dans son entreprise, va venir faire écho évidemment aux propos de Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, professeur de philosophie, vous êtes doctorant en philosophie, on est d'accord, sur une thématique, rappelez-la nous, qui est passionnante. Le concept de pauvreté comme limite des théories politiques et économiques. Bon ben voilà, on est dans le vif du sujet avec Laurent, tout de suite on est dans la philo. Vous nous parlez d'un sujet qui est assez intéressant, une sorte d'équation, et qu'on voit dans l'actualité, c'est le travail. Ça doit être d'abord un lieu de bonheur, de bien-être. J'ai l'impression,
me trompais-je peut-être, mais que vous êtes un peu sceptique, comme le sont souvent les philosophes. Un tout petit peu. En fait, ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est le Chief Happiness Officer. Ouf. Alors, un mot anglais, avoir un chef du bonheur. Ça m'a semblé un petit peu contradictoire. Comment peut-on avoir un chef du bonheur ? Quelqu'un qui organise le bonheur, qui structure le bonheur. Moi, si je me réfère un petit peu à l'étymologie, le bonheur, c'est la bonheur, ce qui tombe au bon moment, c'est un peu le hasard de l'existence. Et là, l'entreprise me propose un chef du bonheur. Il y a Anguille sous roche. C'est l'heure. C'est l'heure, maintenant, soyez heureux, sinon ça ne va pas, vous êtes viré. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut questionner cela. Deuxième tendance qui m'a intrigué, on voit que beaucoup de jeunes cadres parisiens vont en Corrèze, ouvrir des fromageries. Je trouve le sens de ma vie dans mon travail à la campagne. On renverse la table. On renverse la table. Le travail est-il devenu une idylle ? Je suis là encore surpris. Et je pense que c'est ce rapport qu'il faut questionner entre la volonté d'organiser le bonheur au travail ou la volonté de se créer un travail qui ressemble plus à un conte, une idylle, qu'à la réalité. Alors, concrètement, on voit assez rapidement à travers ce que vous nous dites qu'il n'y a pas vraiment de rapport nécessaire entre le bonheur et le travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Quand on va au travail, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit accueilli, il faut qu'on soit aimé, il faut qu'on soit accompagné. C'est pas si simple, tout ça. Non ? Je suis assez d'accord. Je pense que le problème est là. La question, qu'est-ce qu'on fait porter sur le travail ? Bah oui. Quelle charge on pose sur le travail ? Quelle charge psychologique ? Quelle charge affective ? Le travail, c'est ce qui va me rendre heureux. Alors, en bon philosophe, inversons. Si le travail doit me rendre heureux, c'est que le reste ne me rend pas heureux. Exact. Donc, en fait, il y a peut-être un déplacement ou une décharge de ma vie personnelle, de mes attentes sur le travail. Alors, ça pose l'antique question, je vais faire mon moraliste quelques instants, mais de l'équilibre de vie. Est-ce qu'il faut retrouver un équilibre de vie pour enlever au travail ce poids ? Est-ce que c'est au travail de répondre à cela ? Je pense que notre ami Karl Marx, quand il s'agit du travail, un bon marxiste a toujours des belles réponses. Il a beaucoup écrit sur le travail. Il a beaucoup écrit sur le travail, quelques volumes. Je pense que l'idée, c'est simplement de dire que le travail, c'est un moyen pour pouvoir avoir de quoi subvenir à ses besoins. Le risque, c'est la pauvreté, ou plutôt l'angoisse, c'est la pauvreté. Donc le travail, c'est ce par quoi je me donne les moyens de vivre. Mais si c'est un moyen, ça ne peut pas être une fin. Et c'est pas un but. C'est pas un but. On est d'accord. Or, le bonheur, dans la vie, c'est un but. Donc il faut peut-être accepter de décorréler le travail comme moyen en vue de me réaliser et le bonheur comme fin. Il y a le temps du repos, c'est un mot grec que vous avez choisi, que je trouve assez original. Justement, dans ce rapport entre le temps que je consacre à moi, à ma pensée, à ma philosophie, à mes rêves, et puis le temps que je consacre au travail. Et c'est parfois, et vous l'évoquez, pas forcément respecté d'ailleurs ça. Non, parce que dans notre société, on a l'impression que le travail prend une grande place. Ben oui. On l'a entendu là, il y a un petit instant, mère, tu travailles ou pas, comment je fais le lien, le travail prend beaucoup de place. Les Grecs ont inventé un mot, alors qui d'abord était un peu une moquerie chez Aristote, puis qui, dans le temps, est devenu un petit peu plus sérieux, c'est le mot eutrapélie. Alors, on peut... Définition. En grec, bonheur, trapélie, la tournure, la bonne tournure. Au début, ça désignait la blague un petit peu lourde. Et puis, petit à petit, c'est devenu la manière de prendre les choses de façon riante. Ce n'est pas parce que le travail est une chose sérieuse qu'il faut le vivre comme une chose impérieuse. Il y a peut-être le moyen d'aller au travail, d'avoir un petit sourire en coin, de s'amuser, même dans les choses sérieuses. Un peu de recul sur ce qu'on fait ? Une distance, mais une distance qui est une distance joyeuse, riante et dynamique. La vie, c'est vouloir vivre, c'est prendre du plaisir à l'existence. La thèse grecque serait simplement de dire, pourquoi ne pas aller au travail en souriant ? Ah oui, mais on va m'objecter, mais le travail, pardon, c'est chiant. C'est un effort, c'est même pénible parfois. C'est même pénible. Alors comment est-ce que je peux soutenir les deux ? Eh bien peut-être que ce n'est pas la même chose. Un philosophe, Paul Ricoeur, m'a beaucoup fait réfléchir sur la question du bonheur dans son rapport au malheur. Parce que dans ce cas, si la thèse qu'on évoque de la pénibilité est vraie, le travail c'est le malheur, le bonheur est ailleurs. Bien sûr. Ricoeur, dans Le volontaire et l'involontaire au tome 2, passons le détail, questionne ce rapport au corps. Et peut-être que le cas de la maladie peut être pour une fois l'aiguillon du travail. Prenons le cas de quelqu'un qui aurait cancer, phase terminale. On peut dire objectivement c'est le malheur. La fin est là. Ne peut-il pas être heureux de voir le dessin de ses petits-enfants ? Au cœur Donc de ressentir un bonheur dans une situation dramatique. Un bonheur dans une situation dramatique. Donc il n'y a pas d'opposé entre malheur et bonheur. Il n'y a pas d'opposé. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et si on reprenait le même schéma, si au cœur d'un travail difficile, on trouvait le moyen de sourire à l'existence, le petit rayon de soleil,
la blague du collègue, mon agrafeuse qui est toujours piquée par le collègue d'en face. Et pourquoi ne pas s'ouvrir à cela ? Pourquoi ne pas chercher dans le travail les petits moments de vie qui rendent le travail plus léger ? Mais vous soulevez, excusez-moi Laurent, un sujet très intéressant et profond, notamment dans le monde ouvrier, c'est l'attachement à des métiers excessivement pénibles. Je pense aux mineurs, qui étaient profondément attachés et en larmes. On n'était peut-être pas nés à l'époque, mais peut-être pas vous, mais en larmes lorsque les mines ont fermé. Et pourtant, il n'y avait rien de plus horrible que de descendre à 600 mètres sous terre. Oui, mais le bistrot est une trapélie. C'est-à-dire le moment que je prends avec mes camarades. C'est moi le matin, je prends le train très très tôt, j'habite en province, et je vois moi ces travailleurs dans le bistrot le matin. Heureux moment de trapélie, où on se tape sur l'épaule, on demande des nouvelles, on rigole un bon coup ensemble. Il y a une solidarité, un lien, une fraternité presque. C'est dans ces moments de légèreté, entre guillemets, de trapélie, qui n'empêchent pas le sérieux, qui n'empêchent pas la rigueur, qui n'empêchent pas l'effort. Mais c'est dans ces moments de trapélie, c'est-à-dire des bons moments pour donner à l'existence sa saveur, en fait, qui rend le travail pénible, qui donne un sens au travail pénible. Autrement dit, le sens n'est pas dans le travail, mais le sens du travail, il est sur la petite tape d'épaule le matin dans le bistrot, qui nous permet d'avancer. Si je m'autorise, on est quand même très loin de l'ambiance start-upper, canapé, baby-foot, chief happiness, on est cool, on rigole. Enfin, on est quand même en train, là, à travers ce schéma des mineurs et cette solidarité ouvrière dont on parle, on s'en est quand même largement éloigné, là. On va vers quoi, finalement ? Moi, je pense qu'il faut aller vers une prise de distance et une prise de responsabilité. Parce que le bonheur, il est de ma responsabilité. Un autre grec, j'aime bien les Grecs, fait signe qu'il faut en fait avoir en quelque sorte une espèce d'hygiène mentale. Ça va avec le trapélie, d'hygiène intérieure pour être capable d'accueillir les bons moments. C'est pas parce que le travail est difficile que je dois me laisser submerger par le travail. Et si j'apprenais à avoir une petite hygiène de vie, des petits réflexes qui me permettent de baisser la pression, regarder les choses belles, porter attention aux choses qui me rendent heureux. C'est pas compliqué. Alain, philosophe français du début du siècle, a une très belle phrase sur le travail. Il disait, quand on prend le train, on est préoccupé par le voyage, souvent par le contrôleur, et puis par ce qu'on va faire après. Mais il dit, on oublie le voyage en train. Soyez dans le présent. Le présent. Soyez dans votre travail au présent. C'est ça. Merci Laurent. Juste avant de nous quitter, parce que vous évoquiez ce grec que vous n'avez pas cité, vous avez cité tout à l'heure Aristote, et là vous évoquiez quel philosophe ? Épictète, le manuel. Épictète, non, parce que c'était important que vous citiez quand même l'auteur auquel vous faisiez référence. En un mot, si je veux vous résumer en une phrase, il n'y a pas de lien direct et automatique entre bonheur et travail. Non, mais en prenant de la distance, on peut remettre du bonheur partout. C'est ça, trouver des petits moments de bonheur. Exactement. Merci Laurent Paillet-Chevalier de nous avoir éclairé, professeur de philosophie, doctorant. Vous terminez quand cette thèse ? Oh, dans quelques années. Okay. C'est long, c'est long. Un philosophe prend son temps. Merci Laurent. Vous revenez quand vous voulez sur notre plateau. Merci bien. Dans notre rubrique Smart Philo. Peut-être que vous allez rester en coulisses parce qu'on va accueillir Olivier Sibony à travers ses travaux. Il a écrit beaucoup de livres évidemment. Et là, il sort un livre avec Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, sur justement, ça va intéresser le philosophe, la notion de bruit, qui ne sont pas tout à fait les biais cognitifs, mais en un mot, comment éviter les erreurs. Comment faire qu'un homme un être humain puisse éviter les erreurs. Le philosophe va dire, bah non, c'est pas possible. Peut-être y a-t-il des possibilités, des solutions. Elles sont développées dans ce livre. C'est un livre événement et Olivier Sibony est notre invité. Je l'accueille juste après cette courte pause. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Olivier Sibony. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous étiez venu il y a une année presque, tout début de la chaîne Bismart. Merci de venir parce que vous avez sous le bras, et on va bien sûr longuement en parler, votre nouveau livre, coécrit avec Daniel Kahneman qui est prix Nobel d'économie, Cass Sunstein qui est prof à Harvard, et vous, Olivier Sibony, qui êtes prof à HEC et qui enseignait par ailleurs à l'université d'Oxford. Alors, Noise, puisqu'on voit bien que c'est deux Américains qui vous ont accompagné. Noise, on va parler du bruit, tout le monde l'aura compris. Il n'est pas question du bruit dans les rues de Paris avec une mobilette pétaradante. Ce n'est pas ça le sujet. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter ? Ça sort chez Odile Jacob. C'est un livre de référence pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. Et j'ai même envie de vous dire, pour vous donner envie de lire ce livre, que ça peut vous intéresser, même si vous n'êtes pas ni recruteur, ni économiste, parce qu'on traite de sujets dès le début du livre qui sont des erreurs de jugement qui touchent des magistrats, des travailleurs sociaux quand ils placent un enfant, et des métiers
métier, des médecins qui n'ont pas le même diagnostic pour une personne qui a les mêmes problèmes. C'est un livre essentiel. D'abord, Olivier Simonet, merci de venir nous accorder cet entretien et cet échange. Et j'espère que je vais être à la hauteur de l'érudition de votre livre, parce que, première question toute simple, et on va rentrer dans le dur dans quelques instants. C'était quoi le dessin quand vous vous êtes connecté en visio? Parce que je suis persuadé que vous avez vécu ça pendant le Covid, et que vous ouvriez vos ordinateurs à des horaires qui correspondaient à tout le monde. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous vous êtes dit il faut faire ce livre? C'était quoi le dessin, l'esprit? En fait, ça part d'une idée de Daniel Kahneman, qui est l'initiateur du projet, qui a travaillé beaucoup sur les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, comme il l'a expliqué depuis 50 ans, c'est des erreurs prévisibles, des erreurs directionnelles, des erreurs dont on peut savoir dans quelle direction on va se tromper. Et en fait, il s'est rendu compte, en particulier en travaillant dans des entreprises, c'est ça qui est intéressant, que c'est vrai qu'il y a des erreurs prévisibles, évidemment. Il ne retire rien de ce qu'il a fait depuis 50 ans, et moi non plus. Mais il y a aussi des tas d'erreurs qui sont imprévisibles. Et on n'en parle jamais. Et ces erreurs aléatoires, ces erreurs, cette variabilité du jugement qu'on n'arrive pas à prévoir, c'est le bruit. En fait, le terme de bruit est emprunté aux statistiques, où on dit qu'il y a du biais et du bruit, et que les deux... C'est un mot de statistique, il faut le préciser. C'est une logique statistique, mais on applique ça au jugement. C'est-à-dire qu'on dit qu'en fait, un jugement, c'est comme une mesure dont notre esprit serait l'instrument. Et donc, on applique la théorie de la mesure, dans laquelle il y a du biais et du bruit, au jugement. Et on dit dans nos jugements, c'est pareil, il y a des biais, ça fait longtemps qu'on en parle, et c'est très bien, on a raison de s'en préoccuper. C'est très documenté, vous d'ailleurs. On a bien documenté les biais. Finalement, ce livre vient combler un trou, puisqu'on avait peu travaillé sur cette question de bruit. La définition que vous donnez dans le glossaire, c'est intéressant, parce qu'il y a toute une liste. Variabilité indésirable des jugements. Et c'est important, pardon, je vous coupe, c'est important de rebondir sur indésirable. Parce que tout de suite, quand on parle de variabilité dans les jugements, on nous dit, mais attendez, c'est très bien la variabilité dans les jugements. La diversité des opinions, c'est formidable. La créativité, le fait d'avoir des idées latérales, nouvelles, c'est extraordinaire. Et bien sûr, c'est vrai, pour certaines choses. Quand vous allez chez le médecin et qu'il vous donne un diagnostic différent de celui que vous a donné un autre médecin 1 heure plus tôt, c'est pas de la créativité, c'est pas de l'innovation, c'est de la variabilité indésirable. Donc on se focalise sur ces sujets-là, sur lesquels la variabilité n'est pas la bienvenue, étant entendu qu'il y a des tas de sujets sur lesquels la diversité, c'est merveilleux. Alors les exemples, on va revenir, on va se concentrer sur les recrutements évidemment et l'entreprise, mais la raison pour laquelle je dis que ce livre peut intéresser tout le monde, c'est ça touche la police scientifique, les demandes d'asile politique qui sont variables et qui sont touchées par le bruit de manière incroyable. On va prendre quelques exemples qui sont étonnants. La police scientifique, vous avez des experts qui regardent des empreintes digitales. On s'imagine, quand on est juré par exemple dans un procès, que c'est même pas une question de jugement. Soit l'empreinte correspond au suspect, soit elle correspond pas. C'est une question de fait. Mais en fait, non. En fait, deux experts peuvent ne pas être d'accord sur le fait qu'une empreinte digitale correspond à un suspect. Et quelquefois, pas très souvent heureusement, mais quelquefois les mêmes experts, quand on leur représente la même paire d'empreintes qu'ils ont déjà vues 2 ou 3 mois plus tôt, et qu'évidemment ils ne reconnaissent pas parce qu'ils en ont vu des centaines entre-temps, changent d'avis. Donc il y a de la variabilité entre les experts, et il y a de la variabilité intra-experts, c'est-à-dire à l'intérieur des experts, et c'est un exemple typique de bruit dans le jugement. Le placement des enfants et le diagnostic médical pour une même pathologie, il y a des médecins qui donneront un diagnostic et un autre, et ainsi de suite pour les juges. Ça dépend beaucoup des pathologies, bien sûr. On ne va pas dire que les médecins se trompent tous tout le temps. Quand il s'agit de diagnostiquer une jambe cassée, en général, tout le monde est à peu près d'accord. Quand on est sur des questions plus compliquées, par exemple des questions d'imagerie, où il faut dire si sur des rayons X, sur des scanners, sur des angiogrammes, on repère ou pas le problème qu'on est en train d'y chercher, on s'aperçoit qu'il y a des variations importantes. On abordera la question, évidemment, à la fin de cet échange des algorithmes et de la manière dont on résout ces problèmes, parce que quand on dit algorithme, évidemment, les cheveux s'érissent sur la tête des Français en disant mais jamais de la vie on veut être manipulé. On va en parler, il faudra en parler sans détour. Ma question de béotien, parce qu'évidemment, vous le savez, je ne suis pas un économiste ni professeur, mais j'ai l'impression que notre société moderne, et même ancienne, finalement, s'est bâtie sur nos erreurs. Finalement, on se construit sur nos erreurs. Et ce livre vient démonter, vient tout s'effondre d'un coup. Oh, est-ce que tout s'effondre? Je ne sais pas. C'est vrai que quand on fait une erreur, on a souvent des leçons à en tirer, on a souvent tendance à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et donc les gens vous disent toujours, mais finalement mes erreurs c'est merveilleux, j'ai beaucoup appris. Oui. Mais je connais personne qui aille au bureau le matin en se disant, je vais au bureau faire des erreurs aujourd'hui parce que c'est mieux que de prendre les bonnes décisions. Donc ce qu'on essaye de faire ici, c'est simplement de dire comment est-ce qu'on comprend l'erreur, d'où elle vient et si possible comment la réduire, parce qu'au fond c'est quand même ce que tout le monde cherche à faire. Évidemment, une fois qu'on a fait une erreur, on essaye d'en tirer les leçons, on est tous d'accord là-dessus. Vous distinguez différentes sortes de bruits, il y a des graduations, le bruit de pattern. Ce bruit,
C'est quoi si on devait lui donner une forme de densité, si on devait le... C'est quoi? C'est ma subjectivité? Je me suis, excusez-moi, disputé avec ma femme la veille? J'ai lu un livre qui m'a inspiré, j'ai été traversé, et finalement je suis subjectif? C'est tout ça. C'est tout ça. Le plus simple, c'est de prendre un exemple. Prenez un exemple particulièrement frappant qui est celui de la justice, où quand vous soumettez exactement le même cas, le même prévenu qui a commis le même crime, dans les mêmes circonstances, à deux juges, ils vont avoir des diagnostics, des conclusions, des verdicts complètement différents. D'où ça vient? Ça vient d'abord de ce qui vous vient immédiatement à l'esprit, qui est qu'il y a des juges plus sévères et d'autres plus laxistes. Donc en moyenne, il y a ce qu'on appelle un bruit de niveau, c'est-à-dire que des individus différents vont avoir un niveau de jugement plus ou moins élevé en moyenne. Ensuite, il y a la variation d'occasion, le bruit d'occasion. C'est-à-dire que le même juge, si on est avant le déjeuner, va être un peu plus sévère qu'après le déjeuner. Ça a déjà été écrit. Si ça a déjà été, s'il fait chaud Ou la nuit. dehors, Oui, c'est vrai. s'il fait chaud, il va être de mauvaise humeur et donc il va être un peu plus sévère que quand il fait frais. Si son équipe de foot préférée a perdu le match du dimanche, Oui. il va être un peu plus sévère le lundi. C'est incroyable ce que vous dites. C'est incroyable, c'est pas des effets très forts non plus, heureusement. Et puis, il y a la troisième chose qui est celle dont vous parliez, qui est le bruit de pattern, qui en fait est la plus importante. Eh oui. C'est que les juges vont avoir des jugements différents sur des cas différents, sur les mêmes cas, pardon, parce qu'ils sont différents. Ils ont des histoires différentes, ils ont des personnalités différentes, ils sont sensibles à des choses différentes dans ces cas-là. Peut-être qu'il y en a un qui, quand il voit un récidiviste, se dit « Ah non, vraiment les récidivistes, je ne supporte pas », même si d'habitude, il n'est pas particulièrement sévère. Et peut-être qu'il y en a un autre qui d'habitude est plutôt sévère, mais quand c'est un délinquant qui est jeune et dont c'est la première, le premier crime, il est plus indulgent. Donc chacun a son histoire, on est tous différents, c'est merveilleux. Mais donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait des jugements qui soient uniformes. Et il y a des situations où c'est un problème. Parce que ça transforme la justice, dans l'étude en question, en une sorte de loterie. C'est ce que vous dites, hein, c'est la loterie. D'ailleurs, une expression américaine que vous utilisez pour le droit d'asile, qui est en fait une loterie. L'un sera pris, l'autre ne sera pas. Et tout le monde sait que quand il se présente à ce bureau, c'est la loterie. L'idée, c'était quand même derrière ça, au-delà du volet économique, c'était de dire on peut réduire nos erreurs, on peut réduire cette marge d'erreur. Mais ça partait d'une vision, je dirais, presque philosophique du prix Nobel d'économie, ou est-ce qu'il y a une demande des entreprises? C'est un vrai sujet. Parfois, des livres répondent à une difficulté, à une demande de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a bien pris conscience de ce que vous évoquez dans ce livre? Mais on aimerait qu'elle en prenne plus conscience. C'est ça la question. L'entreprise a pris conscience des biais depuis quelques années, ce qui est très bien. Mais on se penche beaucoup sur la question des biais et on ne se penche pas suffisamment, à notre avis, sur celle du bruit. Et en fait, une erreur aléatoire ne fait pas moins de mal qu'une erreur motivée. Prenez un médecin. Si un médecin a tendance à surdiagnostiquer une maladie et un autre a tendance à la sous-diagnostiquer, c'est des biais, ça serait mieux qu'effectivement chacun ait le bon niveau moyen de diagnostic. Mais enfin, ce qui compte pour vous, c'est que votre maladie à vous soit bien diagnostiquée. Si le même médecin qui diagnostique le bon pourcentage de maladies pour une maladie donnée se trompe sur les patients chez qui il la diagnostique, c'est pas terrible non plus. Bien sûr. Et ça, c'est le bruit, c'est l'erreur aléatoire qu'on ne va pas mesurer quand on mesure une erreur moyenne. En fait, il faut prêter attention à ça et on essaye de lancer une sorte de cri d'alarme pour qu'on se préoccupe autant du bruit qu'on se préoccupe, à juste titre, du biais. Mais c'est un absolu que vous portez, parce que dans la réalité de nos vies quotidiennes, je veux dire, on va quitter ce plateau et on va reprendre nos vies hors la lumière. On se dit que c'est quasiment impossible le défi que vous vous lancez et que vous nous lancez à travers ce livre qui est passionnant. Non, ce qui serait impossible, bien sûr, c'est d'éliminer complètement le bruit, parce que dès qu'il y a vous le dites, il y en aura toujours un petit peu. Dès qu'il y a du jugement, il y a du bruit. Par définition, quand on dit que quelque chose est une question de jugement, ce qu'on veut dire, c'est que des gens raisonnables peuvent être en désaccord dans une certaine mesure. Quand on voit deux juges qui regardent le même prévenu, on ne s'attend pas à ce qu'ils disent tous les deux 7 ans et demi de prison. Mais enfin, on s'attendrait à ce que ça soit l'un 6 ans et l'autre 8 ans. Pas très loin. Il y a des écarts très forts. En fait, on s'aperçoit que les écarts sont beaucoup plus importants que ça. Dans les entreprises, les écarts sont stupéfiants. En recrutement, par exemple ? En recrutement, les écarts sont énormes sur des choses qui sont quantifiables. Par exemple, le prix qu'on fixe à une police d'assurance. Vous allez me dire que ce n'est pas un sujet qui passionne tout le monde, mais pour les compagnies d'assurance, c'est important. Oui, c'est important, il y a des salariés. Et pour les assurés, c'est important aussi. Quand vous fixez le prix d'une police d'assurance, les dirigeants de la compagnie d'assurance s'attendent à avoir des écarts d'à peu près 10% selon qu'on tombe sur une personne ou une autre qui fixe le prix. En réalité, quand on fait l'expérience, les écarts sont 5 fois plus élevés. Ils sont de 55%. Mais ça, c'est des cas pratiques que vous soumettez aux compagnies. Vous leur dites, regardez, exactement. Vérifiez, vous verrez que vous avez des écarts. On appelle des audits de bruit. C'est-à-dire qu'on prend des cas pratiques et on dit, aujourd'hui, chacun de ces cas est traité par une personne différente. Vous faites l'hypothèse que tous les autres auraient eu le même jugement si on le leur avait soumis. En fait, cette hypothèse est probablement fausse. Testons-la. Et on s'aperçoit que quand on soumet le même cas à des personnes différentes, on a en fait des jugements
beaucoup plus différents qu'on ne l'imagine. Et ça, il faut y travailler. Donc ça veut dire qu'on ne vit que dans la subjectivité, qu'à travers la subjectivité, dans notre subjectivité et finalement dans une forme de subjectivité mondiale en fait. Ça veut dire que là où on croit qu'on est en train de faire un jugement aussi objectif que possible pour le compte d'une organisation qui compte sur nous pour appliquer des standards, des procédures, des normes, par exemple la justice, je suis censé rendre la justice si je suis juge au nom du peuple français, pas au nom de mes opinions, de mes biais, de mon histoire. C'est la formule consacrée. Vous voyez, si je suis souscripteur dans une compagnie d'assurance, je fixe un prix pour la compagnie d'assurance, je ne fixe pas le prix qui me passe par l'esprit. Et je pense en toute sincérité faire bien. Que je fais très bien et que, par conséquent, n'importe qui d'autre de raisonnablement qualifié et qui ne soit pas biaisé par quelque intention malsaine, arriverait à une conclusion à peu près identique. En fait, cette hypothèse est complètement fausse. On ne se rend pas compte à quel point on est, comme vous dites, subjectif, c'est-à-dire à quel point on introduit beaucoup de nous-mêmes dans des décisions où on croit qu'on est en train de rester neutre. La résolution au problème que vous posez, et vous dites finalement c'est un cri, ce livre, c'est une manière d'alerter les grandes entreprises. On parlait des compagnies d'assurance, parce que là, évidemment, c'est de l'argent perdu. La résolution, c'est quoi? Parce qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui que c'est vrai dans la finance, l'algorithme est en train de remplacer le cerveau humain, parce qu'il ne peut intégrer que peu de données finalement par rapport à un algorithme et que finalement son calcul, parfois, son côté prédictif est assez juste. Est-ce que c'est l'algorithme qui nous sauve? Non, c'est important de l'entendre. C'est une tentation, bien sûr. Dès qu'on dit qu'il y a du bruit dans le jugement, forcément la tentation c'est de dire à ce moment-là il n'y a qu'à éliminer le jugement. Et donc on va avoir des algorithmes et il n'y aura plus de bruit. Alors c'est vrai que s'il y a des algorithmes, il n'y aura plus de bruit. Mais les algorithmes... Plus du tout. Plus du tout. Quand on applique un algorithme, l'algorithme, il n'est pas différent le matin de l'après-midi, il n'y a pas des jours où il est fatigué, il n'y a pas des jours où il est de mauvaise humeur, et l'algorithme est toujours le même, que ça soit vous ou que ça soit moi. Donc il n'y a plus de bruit. Il peut y avoir des biais. Donc il peut y avoir des erreurs très importantes. Je confonds biais et bruit. Il peut y avoir des biais très importants, on peut d'ailleurs les corriger, mais au fond, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des tas de décisions importantes pour lesquelles soit on ne peut pas utiliser des algorithmes parce qu'on n'a pas les données suffisamment bien formulées, codées, etc., soit pour lesquelles, pour des bonnes raisons ou des mauvaises, on ne veut pas utiliser d'algorithmes. Quand vous demandez aux gens s'ils veulent que leurs collaborateurs soient recrutés par des algorithmes, ils vous répondent en général « non, pas question, bien sûr. Je veux les choisir moi-même ». Quand vous demandez à des dirigeants d'entreprise si leurs décisions stratégiques pourraient être un jour prises par des algorithmes, ils pensent que vous êtes fous. Bien sûr. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on a intérêt à tout remettre entre les mains des algorithmes, parce que ça n'est pas possible, même si on le souhaitait. Mais comme outil, l'algorithme, comme outil d'aide, d'accompagnement à l'intelligence et au juste choix, j'allais dire. En fait, sans même parler d'aide au juste choix, parce que dès qu'on commence à être aidé par un algorithme, en fait, il représente une suggestion assez forte, donc ça pose un autre problème. Mais... il faut s'inspirer d'une chose que les algorithmes font très bien. Pourquoi les algorithmes sont, là où on les utilise, plus performants que le jugement humain pour faire des prévisions, pour faire des estimations, pour faire des tas de choses? Parce qu'ils n'ont pas de bruit, justement. Parce que les algorithmes ne sont pas variables. Les algorithmes sont constants. Et donc, si on arrive à s'inspirer un petit peu de ce qui rend les algorithmes performants, tout en gardant ce qui fait notre humanité, on va être un petit peu meilleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de la décision. C'est introduire un petit peu plus de discipline, un petit peu plus de méthode, un peu plus de structure, un peu plus de calme, un peu plus de réflexion dans la manière dont on travaille. Enfin, à la fin du livre, j'ai noté quand vous... parce qu'il y a quand même l'idée de créer moins de bruit, de faire moins de bruit, sans faire de vilain jeu de mots. D'ailleurs, les Parisiens seraient très heureux qu'il y ait moins de bruit. Parenthèse, vous dites quand même que les entreprises qui essaient sont assez réticentes. Très rapidement, elles se cabrent. D'abord, il faut monter une méthodologie, il faut trouver des acteurs, c'est pas si simple. Une fois qu'on a posé, et que vous avez posé ce diagnostic et expliqué ce que c'était, l'entreprise, elle est comme moi, elle se dit, alors concrètement, monsieur Sibony, on fait comment maintenant? En fait, il y a une inquiétude et il y a des solutions. L'inquiétude, c'est que en encadrant le jugement, en parlant d'algorithmes, déjà, on inquiète les gens. Clairement. On s'imagine qu'on va les déposséder de leur jugement. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, il faut mettre des outils à la disposition des gens qui décident pour les aider à décider mieux. Un exemple tout à fait frappant de ça, dans le domaine de la médecine, parce que comme ça, on verra qu'il est objectivement souhaitable, c'est ce qu'on appelle le score d'Apgar. Quand un bébé vient au monde, il faut décider s'il se porte bien. Autrefois, il y avait un médecin ou une sage-femme qui le regardait, qui disait « ouais, ça va, celui-là il se porte bien » ou « celui-là il m'a pas l'air frais ». Donc voilà, on l'envoie en réanimation néonatale. Là, il y a des tests. Aujourd'hui, on a une petite grille avec 5 critères qui sont abrégés en A, P, G, A et R, du nom de Virginia Apgar qui a inventé ce score. Et on donne une note sur 10 au bébé. Ça permet en fait de structurer le raisonnement. Aucun médecin ne se plaint de cet outil. Aucun médecin ne dit
on m'a dépossédé de mon jugement, c'était beaucoup mieux quand je faisais un jugement holistique. En fait, on apprécie d'avoir une aide à la décision. Et ce qu'il faut essayer d'avoir pour prendre des meilleures décisions, c'est ce genre d'outils, ce genre de structure qui laisse les gens en complète responsabilité des décisions qu'ils vont prendre et des jugements qu'ils vont faire, et qui les aide. Mais qui les aide avec cet outil qui peut être une grille. Sur le plan financier, parce que l'entreprise peut vous répondre. Je ne sais pas si vous rencontrez l'entreprise. J'imagine que vous allez faire beaucoup de conférences. Ça m'arrive. Pour leur expliquer assez calmement ce qu'est ce bruit. Quel coût cela a, à la fois, je dirais, sur notre qualité de travail, mais aussi sur le plan économique. Quel coût ça a pour la collectivité et l'entreprise? Elle perd de l'argent, elle perd en énergie. C'est quoi les conséquences de ce bruit? Le coût du bruit est énorme en erreurs et en injustice. Le coût des erreurs, prenez l'exemple de la compagnie d'assurance. Quand vous mettez une police d'assurance trop chère, vous perdez le client. Quand vous la mettez trop bon marché, vous perdez de l'argent parce que vous allez payer plus de sinistres. Vous pouvez avoir en moyenne le juste prix. Vous n'avez pas de biais dans votre pricing de vos assurances. Mais si sur chacune des polices, vous avez une erreur aléatoire, vous allez perdre de l'argent dans les deux cas. Quand vous faites du recrutement, vous n'avez peut-être pas de biais particulier. Peut-être que vous n'êtes pas biaisé en termes de genre, en termes d'origine ethnique, etc. Mais que vous ne recrutez pas les bonnes personnes. Le coût de ne pas recruter les bonnes personnes, il est quand même très important. Donc on fait des erreurs, quand on a du bruit dans ces décisions, on fait des erreurs. Mais là vous parliez du biais, donc quand le biais vient s'additionner au bruit... S'il y avait du biais en plus, ça serait pire. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il n'y a pas de biais, le fait d'avoir du bruit provoque des erreurs qui ont un coût. Et puis le bruit est une source d'injustice. Je crois que c'est ça sur lequel il faut insister, parce que on s'imagine toujours que les décisions soient prises par des êtres humains, c'est formidable. Oui. Les êtres humains sont faillibles, l'erreur est humaine. Et on en revient toujours à cet axiome-là, en fait. Et en fait, on se dit que l'erreur est humaine, que c'est formidable d'être humain, et donc par une espèce de syllogisme bizarre, que donc l'erreur est formidable. Après tout, il faut l'accepter, cette erreur. C'est ce qu'on nous dit. Après tout, il faut l'accepter. Mais quand vous allez chez le médecin et qu'il passe à côté de la maladie que vous avez... On est furieux. On est quand même furieux et on a raison de l'être. S'il y a un moyen, tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine bien sûr, mais s'il y a un moyen de réduire l'erreur, on préférerait tous pouvoir le faire. Mais ça veut dire que ces médecins généralistes ou spécialistes pourraient être, à l'avenir, accompagnés, suivis, aidés par, je ne sais pas, je reviens à l'algorithme, oublions le mot algorithme, mais en tout cas des outils d'aide. Des outils d'aide à la décision. Dans des tas de domaines de la médecine, il y a aujourd'hui des scores, des algorithmes, des guidelines qui permettent d'aider la décision et d'encadrer un petit peu la décision pour qu'elle ne soit pas trop dépendante de la personne sur laquelle on tombe et de la sensibilité de cette personne-là à des choses différentes. Je vous repose ma question différemment. Tout à l'heure, je vous demandais le caractère pratique de cette mise en application. On fait comment lorsque vous avez diagnostiqué dans une structure, d'ailleurs elles peuvent être publiques, ces structures, on ne parle que du privé, mais ça peut être aussi évidemment le secteur public, une fois que vous avez diagnostiqué du bruit, beaucoup de bruit, de différents niveaux, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous préconisez pour que la structure, l'organisation, l'entreprise limite ce bruit? Comment on fait concrètement? On pratique l'hygiène de la décision. Ça, c'est on ce met que en vous appelez place l'hygiène. des processus qui vont faire en sorte que les décisions soient meilleures. Il y a une série de choses, je vous en donne un ou deux exemples. On a parlé de la structuration des décisions, donc par exemple d'avoir des critères comme le score d'Apgar pour décider si un bébé se porte bien, un outil simple. Et en fait, ça s'applique dans plein de choses. On peut avoir un score pour faire du recrutement, on peut avoir un score pour faire des évaluations de performance. C'est un peu la même idée, il faut le faire bien. Une autre idée très importante et qui est peu ou mal pratiquée en réalité, c'est d'agréger des jugements indépendants. C'est-à-dire d'avoir plusieurs personnes qui vont donner leur opinion sur le même problème. Alors quand on fait du recrutement, par exemple, on sait tous que si on voit un candidat, il faut qu'on soit plusieurs à le voir. Ça paraît assez évident. Pour croiser ses points de vue. Si on travaille tout seul dans sa PME dont on est l'unique employé, on sait bien qu'il faut demander à plusieurs personnes de croiser les points de vue. Mais on le fait généralement pas bien. En général, on se parle entre nous, on s'influence entre nous. Et en fait, cette influence sociale, elle va augmenter le bruit au lieu de le réduire. Si on veut utiliser la diversité de nos personnalités, de nos expériences, de nos points de vue pour réduire le bruit, il faut qu'on regarde chacun le problème, ou le candidat dans le cas d'espèce, indépendamment les uns des autres, sans s'influencer, qu'on documente ce qu'on en a pensé par écrit, et ensuite seulement qu'on en discute. Et là, on va s'apercevoir qu'on n'est pas d'accord, ce qui est une bonne nouvelle. Parce qu'on va pouvoir comprendre pourquoi on n'est pas d'accord, et on va pouvoir découvrir des choses qu'on ne savait pas. On l'a tous vécu, d'ailleurs vous l'expliquez très bien dans le livre, la personnalité un peu forte, celui qui parle plus fort que les autres, celui qui a peut-être hiérarchiquement plus d'importance, plus d'ancienneté, qui va finalement faire un bruit, et tout le monde va partir vers sa position, qui est peut-être la mauvaise. En l'occurrence, qui est peut-être la mauvaise. Et d'abord, c'est l'hygiène, ça. C'est on écrit.
On pose sur une feuille, puis nous échangeons. Et on n'a pas échangé avant. On ne s'est pas influencé les uns les autres. Parce que là, vous parlez du cas où il y en a un qui essaye volontairement d'influencer les autres. Mais c'est souvent plus subtil que ça. Oui, c'est avec bonne volonté. Ça peut être aussi simple que je ne veux pas t'influencer, mais tu me diras ce que tu en penses. Plutôt que je ne veux pas t'influencer, mais essaye de le voir. C'est subtil. Et pourtant, vous avez bien compris que le premier, j'y crois pas trop. Le deuxième, j'ai trouvé plutôt bien. Ouais, bien sûr. Juste en 2 mots. Dans le ton de la voix. Mais c'est aussi basique que ça. On s'intéresse beaucoup, évidemment, à la relève, à cette jeune génération qui passe dans des écoles. HEC fait partie des écoles les plus prestigieuses de commerce françaises et mondiales, d'ailleurs, puisqu'elle est dans les classements mondiaux. Comment les étudiants anglais, puisque vous êtes aussi à Oxford, mais à Paris, HEC, comment ils vous regardent, vos étudiants, quand vous développez ce type de réflexion? Parce que c'est vrai que les étudiants se disent, je vais avoir un métier, je vais apprendre la finance, je vais apprendre le corporate, le marketing, plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui est assez déroutant, parce qu'on est un peu à cheval entre de la philosophie, de la psychologie, de l'économie. Vous êtes d'accord avec l'idée que ce livre est un peu au carrefour de plein de choses, finalement? Écoutez, le livre, il est écrit par 3 personnes qui viennent d'horizons très différents. Le droit, l'économie, et vous, le droit, le management, management. Concerne, et la psychologie. Exact. Donc en fait, c'est un livre sur le jugement, qui est cette science du jugement et de la prise de décision, qui est un sujet d'étude, qui est à l'intersection, comme vous le dites très bien, de la philosophie, de l'économie, quelquefois des statistiques et des mathématiques. Et pour répondre à votre question, nos étudiants, ça les intéresse beaucoup. C'est vrai, mais vous avez le sentiment qu'ils ont plus d'appétence finalement que la génération un peu assise, qui est un peu sûre d'elle et un peu sûre de son expérience et de ses décisions? Non, je ne veux pas tomber dans le... Non, le jeunisme contre les... Non, je ne crois pas que ça soit ça. Je crois que ce dont on se rend compte quand on est prof, je vais faire un petit peu de pub pour les écoles de management, c'est que la science progresse. Ce qu'on apprenait à l'école quand moi j'étais étudiant, c'est pas la même chose que ce qu'on y apprend aujourd'hui. Et donc on apprend des choses qui sont un petit peu plus modernes, un petit peu plus, on espère, un petit peu plus vraies et un petit peu plus utiles. Juste une dernière question. Vous qui finalement pensez, et à travers ce livre notamment et d'autres livres, le monde de demain, le management de demain, on nous dit quand même que le manager ne peut plus ressembler à ce qu'il était avant le Covid, qu'il est obligé de se transformer. Vous êtes d'accord avec ça, que même ce que vous allez enseigner est en train lui-même de se transformer parce que les managers ne sont plus les espèces de personnalités qui viennent surveiller, qui viennent contrôler, qu'on est beaucoup plus dans l'horizontalité, moins dans la verticalité. Est-ce que ce monde qui change, vous le sentez? Oui. Et une des choses qui change dans ce monde, et qui a changé beaucoup avec cette crise du Covid qui a pris tout le monde à contre-pied, c'est que je pense que beaucoup de managers se sont rendus compte qu'en fait le monde est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus imprévisible qu'ils ne le pensaient. En fait, cette crise a été une grande leçon d'humilité, pour le dire simplement, pour beaucoup de gens. Et de remise en question. Et de remise en question. Et tout ce qui nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut passer à côté de sujets importants, comment est-ce qu'on peut faire des erreurs sur des choses dont on pensait qu'on était convaincu. On en revient au bruit. En fait, nous aide à prendre conscience de nos limites, et quand on prend conscience de nos limites, on est plus capable de les dépasser. Merci Olivier Sibony d'avoir pris le temps de nous expliquer ce concept qui, de prime abord, n'est pas si simple à comprendre. Alors c'est un livre au carrefour de la psychologie, de l'économie, du droit aussi d'une certaine manière. Et puis c'est un livre où il faut prendre le temps de le lire parce que c'est un livre d'une très grande érudition, travaillé à 6 mains sur 2 continents. Donc pas si simple. Chez Odile Jacob, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter, c'est Noise, comme le bruit. Merci Olivier Sibony d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. On termine sur Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on va quitter un tout petit peu la philosophie. On va revenir sur du concret, du très concret. Comment gérer, récupérer nos colis? C'est une galère de la vie quotidienne. Il y a peut-être beaucoup de bruit autour de ce sujet aussi. On en parle avec quelqu'un qui a inventé une formule, une solution, une entreprise même d'ailleurs, pour essayer d'éviter cette galère de la récupération des colis. Et on l'accueille tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle des colis. Alors c'est évidemment devenu comme ça partout. On prend des colis, on commande, on reçoit des colis. C'est une économie qui s'est créée, un peu plus encore avec le Covid. Et on parle avec Romain Barraud, le CEO et cofondateur de Welco, une petite entreprise créée qui fête ses 3 ans, c'est ça Romain? Tout à fait. Créée il y a 3 ans, à la fois de gérer la galère de la récupération des colis et en même temps, parce qu'on va parler des deux, d'arrondir aussi ses fins de mois. Comment est née votre idée chez Welco? C'est de se dire, une fois sur deux, d'ailleurs ça coûte cher à l'entreprise, on sonne, la personne n'est pas là,
et l'entreprise récupère, de livraison, récupère le colis, vous renvoie un mail et vous dit à quel moment vous voulez le récupérer. Donc c'est une galère. Vous avez inventé quelque chose d'assez génial. Alors vous l'avez très bien résumé, et je finis par dire que finalement, quand on se rend au point relais, il est fermé. Donc on est obligé de à qui ça n'est y pas retourner. arrivé? Non, j'ai eu l'idée en 2016 quand j'étais étudiant sur Lyon. Vous avez moins de 30 ans, Romain. J'ai moins de 30 ans. C'est pas mal. Exactement. J'ai intercepté le colis d'une voisine et quand je lui ai remis au bout de quelques jours, que j'ai eu cette frustration transformée en satisfaction d'aller récupérer son colis simplement en face de chez soi en soirée, j'ai fermé la porte de mon appartement et je me suis dit mais finalement on est des millions de consommateurs chaque année à courir après nos colis, alors qu'on a forcément un voisin ou une voisine de disponible en journée quand on est lié à d'autres occupations, au travail ou sur notre lieu de vacances. Donc finalement, il faut réinventer le point relais au sein d'une communauté d'individus. Et c'est ce qu'on a fait avec Welco en ayant créé la première plateforme de récupération de colis entre voisins. Et aujourd'hui, on a une communauté d'individus notés, géolocalisés. Combien d'individus, votre communauté, on va parler de la rémunération, c'est combien de personnes là? Bientôt 40 000 inscrits au total et on a aujourd'hui 12 000 Welkers qualifiés dans notre base. Alors les Welkers, des Welkers, des récepteurs de colis. Voilà, ça c'est votre jargon. C'est le voisin qui accepte de récupérer le colis. C'est le relais particulier, exactement. Ou le commerçant, on est d'accord. Ça peut être aussi un commerçant. On a certains commerçants, même si notre modèle est vraiment orienté sur des particuliers. Par contre, à la différence des relais traditionnels, c'est que nous, les commerçants, c'est finalement l'individu, le gérant ou la gérante du commerce qui est inscrit comme Welker et pas le magasin. Et on n'a aucun contrat, aucun engagement d'horaire sur du long terme, mais bien sur de l'instant T. Alors, pour être très concret, donc on a bien compris, c'est une application. Oui. Vous les appelez vos Welkers. Donc, ils ont leur propre application. On est d'accord. Oui. Je décide de devenir Welker. Je suis là la journée. Oui. Et vous me donnez un petit appareil sur mon téléphone, j'imagine, pour pouvoir scanner. On est d'accord? Alors, on a récupérer le colis et le scanner. On a créé une solution digitale, une plateforme web. Cette plateforme web permet aux particuliers de venir s'inscrire, télécharger des pièces justificatives, de renseigner la capacité de stockage, s'il habite en maison, en appartement au 6e étage, s'il peut récupérer 1, 2, 20, 30 colis. Donc ça, notre plateforme permet de qualifier notre communauté. C'est pour ça que je parle de 12 000 Welkers actifs qu'on a vérifiés, qui sont prêts à récupérer du colis sur un peu plus de 40 000 inscrits. Et enfin, on a une application mobile. Cette application mobile permet de faciliter la récupération de colis. Elle est mise à disposition de notre communauté pour scanner les colis. Des notifications sont alors envoyées aux destinataires de ces colis. Il y a une mise en relation qui est faite à travers notre application mobile. Et notre application mobile permet surtout le transfert de responsabilité entre un transporteur, notre Welker, et le consommateur final. Exactement. D'ailleurs, vous avez signé des accords, si j'ai bien compris, avec des transporteurs aussi. Oui. Pour fluidifier, pour améliorer, pour être identifié aussi, j'imagine. On a 2 segments de clients. On travaille soit avec des e-commerçants, on va venir directement intégrer en direct notre widget, notre module. Ils vous intègrent dans leur page quand on fait la commande. Exactement. On est d'accord. Vous allez choisir soit livraison à domicile, livraison en point relais ou livraison chez un voisin avec Welco. Qui est moins cher que le prix. On est similaire. On est aujourd'hui entre une livraison à domicile et une livraison en point relais. Et puis finalement, c'est aux e-commerçants de savoir s'ils souhaitent mettre cette prestation payante ou offerte. Mais notre volonté est vraiment d'offrir finalement une autre expérience client. Et nous, grâce à ça, on permet aux e-commerçants de fidéliser leurs consommateurs. Parce qu'un consommateur bien livré est un consommateur fidélisé qui reviendra commander sur ce site. Et les transporteurs, pour qui on met à disposition notre communauté. Aujourd'hui, on travaille depuis plus d'1 an maintenant avec UPS. Et on permet finalement de venir compléter le réseau de points relais traditionnels d'UPS et on permet aux consommateurs d'avoir de nouveaux choix. Et voilà, on a intégré très prochainement, on est dans l'accélérateur du groupe La Poste, donc on va aussi développer très rapidement des partenariats. Voilà. Et des partenariats même tripartites avec Mondial Relais, Cdiscount, Showroom Privé, Relais Colis. Voilà, on est surtout complémentaires et non pas seulement considérés comme des concurrents des réseaux. D'accord, donc les entreprises qui font de la livraison que vous venez de citer, qui commencent par UPS jusqu'à La Poste, avec lesquelles vous êtes en égo ou en pré-négociation, savent qu'elles peuvent passer par Welco. Donc ces livreurs de La Poste ou de l'UPS ont l'appli et savent qu'ils peuvent livrer chez Monsieur Bidule. Il y a différents processus. Aujourd'hui, un processus qui est très simple, qu'on a démocratisé, nous, Welco, c'est vraiment d'être en complément des réseaux de points relais traditionnels. UPS nous met en complément chez
c'est e-commerçants, Zara, H&M ou d'autres. Vous, en tant que consommateur, vous allez sélectionner point relais UPS et vous allez avoir soit le choix d'un point relais traditionnel UPS ou le Welco ou d'un voisin. Et alors, on est écrit Welco parce que ça m'intéresse, moi. C'est écrit relais particulier. Voilà. On démocratise le terme relais particulier. Vous ne mettez pas votre marque Welco, elle n'apparaît pas. Alors, si, vous allez avoir le petit curseur Welco à côté du curseur UPS parce qu'on souhaite se différencier et c'est une offre complémentaire. Je me renseigne, Romain, comme ça je saurai. Mais vous faites bien, il faudra même l'utiliser. Et je vais peut-être devenir Welker, je ne sais pas si j'ai le temps de devenir Welker. 80 à 300 euros par mois, donc c'est aussi une manière pour des étudiants, pour des gens qui veulent compléter leurs revenus, de manière de gagner un petit peu d'argent. Comment ça marche concrètement ? Alors, aujourd'hui, une fois qu'on est un Welker qualifié, qu'on a justement renseigné ses disponibilités, qu'on commence à récupérer des colis. On a une cagnotte directement sur l'application mobile. On travaille avec un intermédiaire de paiement qui nous permet finalement de gérer cette rémunération. Et c'est le Welker, le relais particulier, qui décide à quel moment il peut se verser sa cagnotte une fois qu'il a cumulé un certain nombre de colis. Et on complète des revenus de retraités, d'étudiants, de personnes en demande d'emploi ou autre. Entre 80 et 300 euros par mois, ça veut dire, si on veut comme ça le rendre un peu concret pour ceux qui nous 250. 80 et 250. C'est combien de colis, 80 par exemple ? C'est combien de colis reçus ? On est sur 150 colis mois. À peu près. Ah, il faut quand même être très très présent à la maison quand même. Hein. C'est vraiment dédié à une disponibilité de l'utilisateur. D'accord. En moyenne, aujourd'hui, on est entre 90 et 180 euros de moyenne. D'accord. Il y a des colis qui vont vous rapporter 80 centimes. Ah, c'est pas le même prix pour chaque colis en fonction de la taille. De la taille ou du flux dans lequel est livré le colis. On va être mieux rémunéré quand c'est un colis récupéré suite à une instance. Une instance, c'est un chauffeur livre un colis normalement à domicile. La personne n'est pas là, il va le replacer chez un Welker. Là, nous, on évite aux partenaires de livraison le second passage. Donc économie. Donc là, on est mieux rémunéré. Bien sûr. Et par contre, quand on vient directement dans le réseau en complément au choix du consommateur, là, le livreur vient livrer. Par contre, il livre plus de colis. Donc finalement, on a soit d'un côté le service avec ses instances ou la volumétrie en venant compléter les réseaux traditionnels de points relais. Avant de nous quitter, Romain, comment vous faites ? Vous allez poser des petites affichettes dans les halls d'immeubles à Paris et à Lyon, parce que vous êtes basé à Lyon. On le fait. Vous dites Welco, n'oubliez pas, il y a le voisin Gilles Dubois, il est là. Comment on fait là ? Parce qu'il faut se faire connaître aussi. Alors, on se fait connaître déjà grâce à vous et merci pour l'invitation. C'est important pour nous en tant que start-up finalement de parler de notre modèle. Du street marketing, on en fait. D'ailleurs, on est présent maintenant dans une 60aine de villes et on fait du street marketing. On attaque notre Welco Tour parce que c'est bientôt Noël et on va aller distribuer des flyers, rencontrer notre communauté. Bientôt 40 000 personnes au sein de notre communauté. On va tenter d'aller tous les rencontrer et on a plein d'autres atouts et plein d'autres stratégies pour aller finalement rencontrer cette communauté et faire de Welco la solution du dernier mètre. C'est le dernier mètre et qui vous permet aussi, qui permettra à vous qui êtes étudiant par exemple et qui étudiez à la maison pour faire votre doctorat, votre maîtrise et je ne sais quoi, de pouvoir arrondir vos fins de mois. Et on en est qu'au début, parce qu'on a une vraie vision de réinventer finalement la supply chain grâce à l'humain. Exactement, puis créer finalement une forme de communauté à l'intérieur d'un immeuble, d'un quartier. Parfaitement. Merci Romain, moins de 30 ans, cette entreprise Welco, vous l'avez inventée comme ça en fermant la porte après avoir rendu un colis. Ça s'appelle Welco, il y a une application, allez donc y jeter un œil. Ça peut aussi vous dépanner d'un point de vue pratique parce que c'est une galère la récupération des colis. Et puis je dis bonjour à tous les Welkers, c'est comme ça que vous les appelez. L'émission est terminée, c'était un vrai plaisir évidemment d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Mani à la réalisation évidemment, Saïd au son, Fanny Griesmer et Margot Ruot, inséparables sur cette émission. Je les remercie aussi, puis merci à vous qui réagissez, qui êtes très actifs devant votre poste mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est un vrai plaisir, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.